Les amis, j'espère que vous allez mal et si ce n'est pas le cas, vous n'avez rien à faire ici. Je m'appelle Maxime de Pazou et dans cette vidéo, on va parler des beurrettes à quel. Beurrettes à quel, je vais pas dire, c'est facile à trouver sur internet, donc je vais pas non plus réinventer la roue. Grosso modo, c'est à peu près ce que c'est. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ces beurrettes à quel, c'était juste de faire une petite analyse du terme et à partir de là, de pouvoir donc aller vers d'autres territoires qui me paraissent beaucoup plus intéressants. Beurrettes à quel, évidemment, c'est une expression donc de jeunes de banlieue et grosso modo, ce sont des jeunes filles ici donc de l'immigration maghrébine, donc nées en France, et ces jeunes filles justement avec le temps, c'est-à-dire aujourd'hui, vivent la vie de jeunes femmes et grosso modo baisent avec des jeunes garçons de cité comme elles qui ont grandi avec elles. Il se trouve que parmi ces jeunes garçons il y a des noirs et donc ces jeunes filles baisent de plus en plus avec des noirs et éventuellement il y a leurs frères, il y a d'autres hommes en fait de la cité qui sont des mêmes origines donc maghrébines qu'elles, qui trouvent cela absolument irrespectueux pour ne pas dire autre chose, n'est-ce pas, et qui leur rappellent justement qu'elle ne devrait pas le faire. Malheureusement, comme on n'est plus dans un système en fait féodal, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On procède tout simplement par chimie, par moquerie sociale. Et donc, on vous crée ce type de terme pour pouvoir vous rabaisser. Donc, rien de nouveau sur la planète Terre. Éventuellement, vous le savez, lorsque ces jeunes filles sortaient avec des blancs, ça faisait chier certains, mais c'était pas très grave. Après tout, c'était des blancs. Mais aujourd'hui, que c'est plus jeune, n'est-ce pas, sortent avec des noirs, ça ne plaît plus du tout. Et donc, les hommes de la tribu réagissent en conséquence en essayant de faire honte, en essayant donc de recouvrir de goudron ces filles qui ont eu l'audace de coucher avec des nègres. Et donc, c'est ça qui m'intéresse en fait dans ce thème en fait, beurrette à quel. On va procéder donc assez simplement en disant tout simplement que c'est le fruit en fait de deux négativités. Donc il y a beurette et ensuite il y a à quel. Quel, je sais pas si je prononce bien, hein, mais ça vient d'après ce que j'ai lu, parce que j'ai regardé ça sur internet. Quel, ça vient, c'est le diminutif grosso modo de kelouche, ou c'est kalouche ou kelouche, un truc comme ça, c'est les trucs arabes, en fait c'est les mots arabes. Et donc beurette à quel, donc c'est tout simplement jeune fille issue donc de l'immigration maghrébine qui couche avec des noirs. Ça c'est, on va dire, c'est le sens habituel, c'est le sens de base en fait de cette expression. Mais évidemment à tout mot il y a toujours un sens, on va dire un sens propre et puis un sens figuré. D'ailleurs en parlant de sens figuré, il y a un crétin qui la semaine dernière, j'ai fait une vidéo en fait sur Natacha Polony où je disais qu'elle était un gratte-papier et ce pauvre couillon n'a pas hésité à m'envoyer un commentaire pour m'expliquer en fait qu'il fallait que je cesse de vouloir faire des bons mots et que je vérifie donc la définition des mots que j'utilise. Et éventuellement, ce crétin croyait que gratte-papier voulait simplement dire que c'était un scribe en fait. C'était une personne qui avait une tâche administrative uniquement. Et ce bouffon n'avait pas compris qu'à chaque mot, il y a un sens propre et un sens figuré. Et le sens figuré en fait de gratte-papier, évidemment, c'est un journaliste. Parenthèse fermée. Et donc, beurette, comme j'ai dit, donc le sens premier ou le sens propre en fait de beurette, c'est ce que je vous ai expliqué en fait, c'est les jeunes filles donc issues de l'immigration donc maghrébine. À la base, beurre en fait, c'est la contraction aussi, c'est le verlan et la contraction en fait de beurra donc arabe. Et ça a eu un essor important, le thème en tout cas dans les années 80 avec la marche des beurs. Et donc le sens premier ou plutôt la connotation originelle dans les années 80 était plutôt, on va dire, positive. C'était une idée de sens politisé en disant voilà, on est des Français, on veut pouvoir exister et on va pouvoir se battre. Je crois qu'il y avait un sens politique, hein. Ils voulaient se battre pour les sans-papiers, ils voulaient qu'on donne les papiers et les titres de séjour donc à leurs parents, des trucs comme ça. Bref, grosso modo, il y avait un sens politique à ce terme. Ensuite, beurre, voilà, il y avait un côté positif. Sauf qu'aujourd'hui, avec le temps, si vous prenez la peine tout simplement d'aller sur internet et si vous tapez beurette, vous vous rendez très rapidement compte que les premières occurrences sont en fait totalement pornographiques. Donc le terme aujourd'hui a totalement changé, la connotation a totalement changé, une connotation totalement sexuelle, totalement pornographique. Bon, beurette, c'est réellement très dévalorisant aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Et donc aujourd'hui, une beurette, c'est grosso modo, c'est un objet sexuel. Et ce qui tue en fait ces jeunes garçons en fait, de ces communautés, c'est de savoir que cette femme qui était entre guillemets, qui leur était réservée dans leur communauté, est désormais en fait baisable en fait par les nègres, pour dire les choses comme elles sont. Gardez aussi à l'esprit, n'est-ce pas, que les hommes en fait de cette communauté, comme les hommes dans toutes les autres, dans toutes les communautés qui
soit, veulent toujours s'arroger en fait des prérogatives sur les femmes de leur communauté. Simplement, ces gens ont oublié une chose très importante, c'est lorsque vous frottez votre communauté à une communauté externe, et surtout lorsque vous vivez dans un pays totalement occidentalisé, donc ailleurs, que vous êtes entre guillemets la minorité donc dans ce pays, forcément, vous avez à vous confondre ou en tout cas à vous intégrer donc à ce grand ensemble. Et donc les règles ne sont plus les mêmes. Et l'impact en fait de la religion musulmane justement sur cette communauté diminue, s'affadit avec le temps. Et donc il est tout à fait naturel, il est très normal en fait que ces filles qui, lorsqu'elles sont arrivées, étaient très sérieuses entre guillemets, si vous comprenez ce que je veux dire, très sérieuses, c'était des femmes, je sais pas si ça se dit ça en français, mariables en fait, ok? C'était des femmes bien dans le sens, dans le bon sens du terme, c'était des femmes bien, c'était des femmes qu'on pouvait marier et tout était fait justement pour garder donc cette pudeur, pour garder donc cette noblesse en tout cas de la femme maghrébine forte qui se dédie donc à son époux, qui est pieuse, aimante et voilà, et qui travaille dur justement pour l'avenir donc de ses enfants. Malheureusement, ce n'est plus le cas, on est à la 3e, la 4e, voire la 5e génération donc de maghrébins donc en France actuellement, et tout ça donc s'est étiolé, tout ça s'est affadi, et ces filles sont aujourd'hui tout simplement occidentalisées, elles sont tout simplement comme les autres filles en fait, tout simplement en Europe, et donc elles ont une sexualité qui est assez ouverte à d'autres communautés. Simplement, comme je l'ai dit, il y a le noir justement qui pose problème, mais grosso modo, tant qu'elle baisait avec tous les gens d'autres communautés, c'était pas grave, mais comme elle baise de plus en plus avec des noirs, ça devient de plus en plus problématique, n'est-ce pas? Et comme en plus elles peuvent justifier de baiser avec ces noirs, parce qu'avant on pouvait toujours se réfugier dans l'entre-soi, mais maintenant il y a aussi des jeunes noirs justement qui sont de religion musulmane, n'est-ce pas? Et ça devient compliqué d'expliquer en fait qu'il ne faudrait pas sortir avec Sissoko ou Bamba, n'est-ce pas? Alors que Bamba est aussi musulman que toi. Donc ça ne fait plus sens et donc forcément la connotation est totalement raciste. Mais j'y viendrai donc dans la deuxième étape lorsque je traiterai en fait duquel. Ces femmes sont aujourd'hui tout simplement comme toutes les femmes en fait françaises, elles sont soumises donc à l'imagerie qu'on se fait de la femme occidentale. Et avec le temps, justement, cette imagerie a eu un impact sur elles. Elles se sont, entre guillemets, intégrées à la France, à l'Occident, et elles ont pris, en fait, toutes les coutumes, elles ont pris toutes les libertés qui leur ont été donc offertes, et elles se sont de plus en plus détachées des contraintes de leur communauté. Donc, en ce qui concerne la religion, par exemple, ça devient grosso modo une religion de folklore, ok? On fait évidemment le ramadan, on donne un peu quelques signes en fait comme quoi on fait partie de la communauté, mais une fois qu'on est sorti de la cité évidemment, on se comporte comme la première fille dévergondée donc du coin, ok? C'est pas une pratique très rigoureuse en fait de la religion, bien au contraire, c'est très édulcoré, c'est un peu comme les catholiques aujourd'hui, en fait peut-être pas au même stade, mais grosso modo, dans 20-30 ans, ça sera exactement comme les catholiques en France aujourd'hui, quoi. Les églises sont totalement vides et pourtant, tous les Français se réclament d'origine catholique. Ils ne sont pas réellement pratiquants, c'est juste pour la forme. Donc, en termes de religion, en fait, le poids de la religion est tout simplement en train de baisser. Donc, ça devient tout simplement un habillage social, une apparence sociale, mais ce n'est plus réellement très rigoureux. En termes de fidélité, puisque vous savez, l'image qu'on avait en fait de ces femmes, c'est qu'il fallait être fidèle au sien, fidèle à ses enfants, fidèle à son mari, fidèle à sa communauté. Donc elles le sont de moins en moins et notamment en ce qui concerne en fait leur mari, c'est stupide de le leur demander puisque ma foi, toutes les femmes ne sont pas fidèles. En tout cas, les femmes sont aussi fidèles en fait que des girouettes. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que les femmes sont fidèles en fait au sens du vent. Les femmes ne sont pas par essence monogames, n'est-ce pas? Elles sont devenues tout simplement parce que la société a fait le nécessaire évidemment pour qu'elles le soient, qu'elles deviennent. On l'a tellement rabâché qu'il fallait être monogame, on l'a tellement rabâché que la convenance voulait qu'elle soit, et évidemment ce sont les femmes, elles ont des ovules, vous connaissez le discours, donc forcément elles sont beaucoup moins tournées vers la frivolité sexuelle que les hommes, c'est du bon sens. Il n'en demeure pas moins que les femmes foncièrement couchent avec tout le monde, comme Gemma dit, n'est-ce pas, elles ont des hommes de leur vie, grosso modo tous les 6 mois maintenant, tous les 6 mois elles rencontrent l'homme de leur vie. Il y a des femmes qui sont divorcées 4 fois et 4 fois elles ont rencontré l'homme de leur vie. Monogamie, dans le sens fidélité à un seul homme, c'est du bullshit. Et si on a la décence de regarder l'histoire et de regarder les choses comme elles sont, si on a même simplement, si on regarde, on fait un comparatif tout simplement avec les animaux autour de nous, on se rend bien compte que la fidélité c'est une notion très abstraite en fait, c'est du bullshit. Ça n'existe pas même dans la nature, en tout cas très rarement dans la nature. Même dans les temps anciens, si on est cohérent, je pense pas que les gens passaient tout leur temps à se violer. La femme est fidèle tout simplement à celui qui est puissant. La femme, si vous voulez, est monogame à celui qui est puissant. Donc c'est ce que je dis, elle est fidèle, c'est comme une girouette. Elle
elle regarde le sens du vent. Si vous êtes puissant, elle vous sera fidèle. Si demain vous perdez votre pouvoir, elle passera donc à celui qui aura le pouvoir et elle deviendra fidèle donc à cette personne qui a le pouvoir. Et puis voilà, et puis ça tournera. Il n'y a pas de fidélité absolue des femmes. C'est ce qu'on aimerait croire, c'est ce qu'on véhicule, mais concrètement, quand on y réfléchit bien, il n'y a rien qui dit que les femmes soient... Je dis, regardez même dans les singes, quoi. Vous regardez les singes, regardez les animaux. Les singes, elles couchent à gauche, enfin les femelles, elles couchent à gauche, à droite, lorsqu'elles ont... Comment on dit ça? Lorsqu'elles sont gravides, lorsqu'elles ont les fesses toutes rouges, elles tendent, grosso modo, plus puissant. Et je ne parle même pas des bonhomos qui baisent donc à tout va. Elle est fidèle à celui qui est puissant. Si elle est en Occident aujourd'hui, il se trouve que les hommes de sa communauté sont moins puissants, donc elle se libère tout simplement des carcans de sa communauté, tout comme les hommes d'ailleurs de sa communauté qui se libèrent tout simplement des carcans de la religion de leur communauté. Et donc ils vont voir ailleurs. Et donc forcément, elle se laisse imprégner donc par l'environnement donc, et forcément, elle couche avec les hommes d'autres communautés. Donc la fidélité, en fait, c'est juste une construction sociale. Et ça, c'est quelque chose aussi que je dis dans mon livre. Comment se faire des ennemis, les raisons pour lesquelles donc une femme ne doit pas. Qu'est-ce que je raconte? Les raisons pour lesquelles un homme ne doit pas se marier. Une femme se marie, ça c'est cohérent. Qu'un homme se marie, ça c'est absolument stupide. Il y a l'âge aussi qui intervient donc dans cela. Donc les beurettes à quel vous avez compris, c'est un phénomène essentiellement jeune, ok? Donc ça touche des filles, on va dire entre 14 et 24 ans avant le mariage. Et donc ces beurettes, entre guillemets, sont des jeunes filles qui ont encore la possibilité donc de s'amuser sexuellement avant de se poser, comme dirait l'autre. Et forcément, lorsque vous êtes attribué dans la communauté donc d'un tel qualificatif donc de beurette à quel, c'est forcément que lorsque vous allez vouloir vous poser donc à l'avenir, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué pour vous si vous avez une telle réputation. Comme vous le savez, n'est-ce pas, pour les femmes, le plus important c'est la réputation. Donc si dans la communauté vous avez une telle réputation de merde, ça va être compliqué de convaincre le petit Mohamed donc que vous êtes une fille sérieuse à 25 ans quand vous allez vouloir vous poser, parce que votre réputation vous aura précédé. Elle ne sera pas très favorable, n'est-ce pas? Par contre, si vous avez regardé cette belle image en fait de Fatima sérieuse et tout, ça sera un peu plus facile pour vous de pouvoir trouver quelqu'un. Donc ceci en quoi en fait ce n'est pas bien pour une femme de cette origine en fait d'être qualifiée donc de beurette à quel. Et c'est ce que j'avais à dire donc par rapport à la beurette. Mais non, le problème c'est quoi? C'est le à quel. Le plus gros problème, c'est le à quel. Et ça pousse à des choses qui sont très peu connues ou très peu visitées tout simplement intellectuellement en France, à savoir l'histoire. Et l'histoire de quoi? L'histoire de l'esclavage oriental, parce qu'il y a eu des traites orientales. L'esclavage dont on parle le plus, c'est l'esclavage des Blancs. Celui qu'on dénie, en règle générale, c'est l'esclavage des Noirs. Ça, c'est le tabou des tabous. Et donc, l'histoire, le fait lequel, en fait, le noir, ce n'est pas simplement noir pour noir. C'est chargé, n'est-ce pas, de racisme, c'est chargé aussi d'esclavage. Il y a beaucoup de ça, et je pense que la plupart de ces jeunes ne se rendent même pas compte, en fait, du poids de l'histoire qu'il y a, n'est-ce pas, dans une telle expression, donc, beurette à quel. Lequel, en fait, le noir, c'est l'esclave. Regardez juste, je vais vous donner juste les chiffres, vous pouvez les vérifier plus tard. Grosso modo, pendant l'esclavage, des Blancs a duré 400 ans, 4 siècles. L'esclavage des Arabes, moi j'étais parti pour 9 siècles, mais j'ai vérifié, j'ai regardé à gauche et à droite et on dit plutôt que ça va commencer donc dès le 7e siècle. Donc grosso modo, ça a duré 13 siècles. Donc on va dire entre 9 et 13 siècles, les traites orientales. Et grosso modo, on considère, mais ça c'est un chiffre, ça peut être discuté, on considère grosso modo qu'il y a 42 millions donc, de Noirs qui ont été déportés à cause donc de ces traites, les négrières, des traites orientales, toutes les traites, ok? Au total de toutes ces traites, de toutes ces formes d'esclavage combinées, 42 millions. 40% de ces 42 millions donc, de Noirs donc, déportés étaient faits dans le cadre en fait des traites orientales, donc des traites avec les Arabes. 40%, ça revient grosso modo, 40%, ça revient grosso modo à 16 millions. 16 millions de Noirs déportés donc entre 9 et 12 siècles, et 13 siècles, excusez-moi, par les Arabes. Ensuite, pendant 400 ans, donc pendant 4 siècles, les Blancs ont déporté à peu près 10 millions. Et il y a l'autre esclavage qu'on oublie, en fait, c'est ce qu'on appelle les traites internes, qui en fait touchaient en fait les pays noirs, en fait tout simplement les tribus noires entre elles. Il y avait de l'esclavage déjà entre les Noirs à la base. Il y avait déjà de l'esclavage entre les Noirs. Et les traites internes, en fait, ça compte grosso modo pour 14 millions. Donc ça, c'est des données, évidemment, elles peuvent être discutées. Mais grosso modo,
il y a plusieurs personnes, des intellectuels, des historiens justement qui ont fait des travaux là-dessus et qui en parlent. Quoi qu'il en soit, même quand j'étais tout petit au Cameroun déjà, on le savait qu'il y avait donc les traites d'esclaves donc avec le monde arabe. Et si aujourd'hui en fait vous avez les Noirs en fait en Arabie Saoudite, au Yémen ou en Palestine, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que la vue était belle ou parce que je sais pas les océans de Dune étaient très rafraîchissants. Et vous voyez ce que je veux dire? Donc non, c'est parce qu'il y avait tout simplement donc un trafic qui a duré donc plus de 9 siècles en tout cas entre donc l'Afrique et l'Asie. Donc ça, il faut garder ça à l'esprit. Et si vous avez compris justement que ces traites en fait sont ce qui explique exactement la charge de ce groupe de ce nom composé, à savoir donc Beret Akel, vous comprenez, si vous avez compris cela, vous avez tout compris en fait. Et évidemment, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tu, c'est quelque chose, c'est le tabou des tabous, comme je vous ai dit, c'est la chose dont personne ne veut parler, mais on fait semblant, n'est-ce pas, d'être tous des potes en banlieue, mais au fond, on le ressent, et Beret Akel le sous-tend très clairement. C'est une évidence, n'est-ce pas? Donc c'est chargé en fait de connotations racistes, c'est chargé donc d'esclavage ce terme. Et pour tous ceux qui ne veulent pas le croire, je vous prie juste de vous rappeler de quelques incidents qui sont passés il y a juste quelques années. Il y a la mort de Kadhafi. Kadhafi a été tué et ça a permis de soulever tout simplement le couvercle de l'esclavage en Libye. On ne parle pas de 2000, on ne parle pas de 1956, on parle de 2018. C'est tout simplement quoi? C'est tout simplement l'héritage de toutes ces traites qui ont duré très longtemps. Et donc Beret Akel, c'est ce que ça veut dire. C'est en fait des jeunes arabes, en fait des jeunes maghrébins donc, de cette origine qui ont du mal à accepter que leurs femmes, que leurs sœurs, que leurs filles soient baisées par des ex-esclaves. Et donc leur manière en fait de pouvoir donc faire honte à leurs sœurs, c'est de le leur rappeler. En fait, tu baises avec un esclave. Et je sais qu'il y a le prétexte de dire, je sais pas, Mahomet, je connais pas le Coran, je vais pas faire comme si je connaissais, mais grosso modo, je sais que dans le Coran, il y a des noirs ou bien il y a un noir, je sais pas, qui était le pote de... Il y a un personnage en tout cas qui était noir, qui était un ancien esclave sans doute, qui était aussi un des compagnons dans de route de Mohamed. Ça permet de dire oui, on était peut-être moins raciste parce qu'on avait reconnu ceci ou cela, ou bien de dire oui, mais bon, tout ça c'est des bullshit. À la fin de la journée, il y a eu il y a eu entre 9 et 13 siècles en fait d'esclavage. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est un fait, car il n'y a qu'à regarder la tête tout simplement de certains Palestiniens, ou la tête de certains Yéménites, ou la tête de certains Saoudiens pour pouvoir donc avoir des évidences de cela. Je sais qu'il y a des gens qui essaient de nous expliquer aujourd'hui, oui, mais bon, c'était pas grave, c'était de l'esclavage domestique, donc ils étaient bien traités. Bon, quand même rappeler qu'il y avait des castrations qui étaient subies. Mais enfin bref, ça c'est pas le plus important parce qu'on n'est pas là pour comparer entre la peste et le choléra, qu'est-ce qui était meilleur. Ok, lequel en fait il est très chargé, comme en tous les temps, d'ailleurs même avec les blancs aussi il est chargé. Mais pour les arabes, en tout cas pour les maghrébins en tout cas, c'est beaucoup plus chargé. Et comme c'est un tabou, ce n'est pas expressément dit parce que évidemment il y a le bourreau par excellence qui est, n'est-ce pas, blanc, qui lui en fait a pris tout le fardeau pour lui. Mais si on veut regarder les choses comme elles étaient, tout le monde y a contribué, personne n'est innocent dans cette histoire d'esclavage, et en premier les noirs. Je rappelle qu'il y avait donc de l'esclavage interne entre nous. Je rappelle que les blancs ou les arabes, plutôt il y avait pas mal d'arabes justement qui allaient dans les terres internes, en fait, qui allaient dans les pays pour aller récupérer tout simplement des esclaves. Mais ces razzias justement étaient faites aussi donc en complicité avec les chefs de tribu. Donc on y a participé, nous noirs, n'est-ce pas, pendant tout ce temps. On y a toujours participer et de manière active. Et je ne le dis pas parce que j'ai lu des romanciers, je le dis tout simplement parce que j'ai fait mes études au Cameroun, et toute personne qui a fait des études au Cameroun, c'est en tout cas à mon temps, c'est qu'on nous en parlait déjà depuis très longtemps. On connaît les noms des tribus, on connaît les noms des souverains voilà, qui ont participé à l'esclavage, de ceux qui sont battus, les Sundiata, Keita et tout ça. Je dis ça, c'est des choses qui nous, malheureusement j'ai oublié avec le temps, mais grosso modo on le savait déjà. Et même l'esclavage ou les traites orientales aussi, on le savait déjà. Quand j'étais tout petit, je le savais déjà. Ma mère, par exemple, on est Bamileke, ma mère, son père en tout cas était entre guillemets musulman. Ma mère a un prénom musulman. Pourquoi? C'était pas parce qu'ils aimaient le Coran, c'était simplement parce que la conception c'était si vous êtes musulman, vous ne pouvez pas être rasé, vous ne pouvez pas subir donc une razzia, vous ne pouvez pas être fait esclave. On ne peut pas venir vous chasser dans votre village, vous enlever et vous ramener, je sais pas où, pour aller faire domestique pendant le reste de votre vie. On ne va pas vous couper les couilles ou vous castrer pour faire de vous un eunuque si vous êtes musulman.
C'était ça l'idée, en fait. Être musulman, ça vous protégeait tout simplement de cela. Et donc, si vous avez plein de pays, le Sénégal, le Mali et tous ces gens qui sont aujourd'hui arabes, c'est pas parce qu'ils adoraient donc Mohamed, c'est simplement parce qu'ils voulaient se sauver tout simplement de l'esclavage. Ça, ce sont les faits, mais personne n'a envie de parler de cela parce que ça remue beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et que le blanc, lui, il a décidé de se porter tout seul le fardeau, n'est-ce pas, de la culpabilité, alors que nous, dans notre propre communauté, on est déjà responsable en tant que Noirs, en tout cas nos ancêtres l'étaient et ont participé activement donc à ce marché. Et ceux qui en doutent, vous avez aujourd'hui, si vous voulez partir en Afrique, c'est très simple. On est pratiquement, on va dire, dans les temps modernes. Si vous êtes blanc, vous voulez partir en Afrique, c'est grosso modo 10 à 12, je ne sais pas combien de vaccins les mecs qui se prennent. Mais grosso modo, les mecs qui se protègent comme les dingues, n'est-ce pas? Ils se vaccinent pêle-mêle pour pouvoir donc aller passer 3 semaines en Afrique. Imaginez en 1650 ou bien en 1325, lorsqu'il fallait aller en Afrique récupérer des esclaves. Donc, c'est idiot de penser que ces blancs ou ces arabes allaient tous, n'est-ce pas, à l'intérieur des terres pour aller récupérer des esclaves. C'est forcément, n'est-ce pas, des personnes qui étaient acclimatées, qui étaient habituées donc à ces territoires, à ces maladies, voilà, à l'Afrique interne, qui pouvaient justement leur amener donc vers les côtes ou vers des zones beaucoup plus rapprochées tout simplement des côtes, leur amener donc ces esclaves. Donc nous y avons participé, c'est une réalité. Il n'y a pas d'Uber quoi pour dire les choses comme elles sont. Donc il faut être cohérent. On y a participé, nous aussi. Il faut qu'on assume aussi cela face à l'histoire. Et en fait, Beret Akel, en fait, c'est juste un rappel de l'histoire. C'est une résurgence. Et voilà, c'est tout simplement, vous savez, chasser le naturel, il revient. Je sais pas, il y a une expression pour ça, n'est-ce pas? Ok, donc c'est juste une résurgence tout simplement de notre passé. Et ces jeunes, en fait, le transposent aujourd'hui en disant tout simplement à ces filles, comment est-ce que vous daignez sortir avec des nègres? Sortez avec tout ce que vous voulez, sortez même avec des blancs. Enfin, des nègres, pas vous. C'est ça ce que ça veut dire, en fait. Vous avez perdu votre cote. Vous êtes réellement décoté, mais terriblement. C'est exactement comme si vous disiez à un noir, je sais que ça ne va pas plaire, mais je le dis quand même. C'est comme si vous disiez, en fait, à un noir, un Camerounais, par exemple, mais enfin, ta femme, elle est super bien, mais en fait, c'est une pygmée. Comment est-ce que tu peux sortir avec une pygmée? Ils vous disent, donc, en tout cas, ils disent à leur sœur, écoute, tu es en train de perdre une valeur terrible, maintenant que tu es passé de l'autre côté avec des noirs, ça va être compliqué pour toi en fait de revenir vers nous parce que ta valeur en fait sexuelle sur le marché sera totalement donc baissée. Okay? Ton attractivité sexuelle ou ton attractivité en termes de mariage en fait aura chuté drastiquement parce que tu as daigné coucher avec un nègre, tu as daigné coucher avec un esclave. C'est ça la connotation qui est chargée donc derrière ce thème en fait donc de Beret Akel. C'est le poids de l'histoire en fait qui réapparaît tout simplement sous d'autres traits. La réalité, c'est qu'au fil de l'histoire, c'est eux qui ont participé tout simplement à nous vendre en Asie, c'est eux qui ont participé à l'histoire à nous castrer, c'est eux qui ont participé à l'histoire aussi au commerce, tout simplement des Noirs. Et donc, je ne dis pas qu'il faut en vouloir aux gens, littéralement, je dis qu'ils ne sont responsables de rien, ceux d'aujourd'hui, mais on est aussi son passé, on est tous notre passé et chacun transporte son passé avec lui-même. Et donc, Beret Akel, c'est tout simplement un autre exemple, tout simplement, d'un passé qu'on essaye donc de voiler, mais qui malheureusement donc ressort par ce type de port, P-O-R-E. Les amis, je sais que je suis toujours un tout petit peu long, mais je me dis toujours qu'il est important d'expliciter les choses au mieux. Donc, je vais m'arrêter là. Ça fera donc d'autres vidéos sans doute. On va pouvoir en reparler plus tard si on met en place le podcast, si tout se passe bien. Ce serait bien d'avoir des personnes beaucoup plus chevronnées, beaucoup plus aguerries, qui connaissent bien cette histoire, mais c'est tellement rare, comme je l'ai dit. C'est très peu étudié l'esclavage donc des Arabes, l'esclavage oriental. Très très peu étudié, donc à mon avis, ça va être compliqué, mais si je pouvais trouver des personnes qui en savaient davantage, ce serait super bien de faire un podcast ou de faire une vidéo pour pouvoir en parler, pour pouvoir éduquer les gens par rapport à ça, parce qu'il n'y a que la connaissance, n'est-ce pas, qui nous sortira donc de l'ornière. Et voilà, malheureusement, c'est pas enseigné, ce n'est pas très connu, et puis c'est comme ça. Les blancs, comme je dis, les blancs portent le fardeau du bourreau et le portent superbement bien. Donc pour les Arabes et pour nous les Noirs, qui avons tous contribué. Quand je dis tous, évidemment, les blancs, c'est pas tous les blancs, hein. Il y a grosso modo, il y a moins de 10% des blancs qui étaient esclavagistes ou qui ont trempé dans le commerce de l'esclave. La plupart des blancs n'avaient pas grand-chose, c'était des serfs, même, ou pour tout, des mis-esclaves. Donc grosso modo, c'est 10% de la population des blancs à ces temps-là qui participaient à ce commerce. Et les puissants qui pouvaient s'adonner donc à ce genre de commerce. Ok, en Afrique, c'était forcément les puissants qui faisaient cela. Mais quand je dis nous, c'est pas ça, c'est juste voilà, c'est juste une manière de parler, mais grosso modo, c'est personne n'est exempt de faute dans ce genre de choses. Donc il faut juste regarder l'histoire et accepter ce qu'elle est et essayer de repartir sur autre chose. Voilà les amis, je vous souhaite une agréable soirée et je retourne tout simplement à la vie. À la prochaine.